Le contexte initial, nous, on est en ASP, donc une attestation de spécialisation professionnelle en secrétariat juridique. Il y a de l'emploi en secrétariat, donc les élèves terminent le secrétariat, s'en vont sur le marché du travail, trouvent un emploi. Venir se spécialiser 450 heures dans un centre de jour de 8 h à 15h30, ce n'est pas ce qui convient le mieux à ce type de clientèle-là. Une clientèle majoritairement féminine, une clientèle qui a des obligations familiales, qui des fois est aidant naturel, qui travaille des fois 1, 2, 3 emplois et qui essaie en même temps d'améliorer son sort et qui a toujours eu le rêve de venir faire le juridique. Ça, je l'entends souvent. Moi, je rêvais tellement. « Ah, je vous ai trouvé, enfin! » Voilà ma voix. Alors, les gens s'en allaient, évidemment, sur le marché du travail ou n'avaient pas accès dans leur région à ce type de formation-là. Alors, moi, je voyais évidemment que les inscriptions s'en allaient à la déroute. C'était difficile, donc, de financer le programme, c'est sûr. Et là, je me suis dit, la clé, c'est l'enseignement à distance. J'en ai parlé à la direction et j'ai eu de l'ouverture. Alors, on s'est dit, allez, on part en enseignement à distance. Mais d'abord, il y avait eu le processus d'individualiser la formation qui venait à peine de se terminer, puis même qui était en train de s'achever. Donc, chez nous, en ASP, on n'a aucun matériel qui est fait par des maisons d'édition. Donc, il avait fallu vraiment développer la totalité du matériel pédagogique et didactique. Et on a eu un mois pour dire, on monte une plateforme et toujours en continuant à enseigner aux élèves qui étaient là, qui étaient déjà inscrits, et on part dans un mois. Alors ça, c'était à l'automne 2007. Alors, les avantages, ça répond aux besoins de la clientèle, ça pallie à la rareté de main-d'œuvre qualifiée, hein. Ça nécessite peu d'investissement. Donc, au départ, on a pris Moodle, plateforme gratuite. Les enseignants étaient là, le matériel en individualisé pouvait déjà servir à la formation à distance. Et ça permet une organisation scolaire souple. Alors, au niveau des limites, on a parlé tout à l'heure des inconvénients. Bien, les inconvénients, les limites de la formation asynchrone, parce que l'élève n'est pas en direct avec nous, c'est que le suivi pédagogique, vous le comprendrez, il est lourd, il est difficile, hein? L'élève est chez elle, il faut communiquer avec elle de diverses façons. Et il faut surtout être très proactif. Il ne faut pas laisser passer le temps en formation à distance. Si on laisse passer le temps et on dit « je te rappelle dans 2 semaines », on perd complètement l'élève, on perd le lien, il se passe autre chose et elle décroche. Il faut vraiment que ce soit rapide, des interventions rapides et aller au-devant de l'élève. C'est-à-dire pas attendre que l'élève communique avec nous. « Bien là, ça fait 2 semaines que je ne bouge pas, bien, non. » Nous communiquer et être proactifs. Donc, c'est quand même lourd et évidemment, les communications se font principalement par écrit. Dans une journée, enseigner aux élèves, corriger et répondre à peut-être 50 courriels, puis là-dessus, on envoie aussi nos corrections. On peut transiter dans une journée, je ne sais pas, 130, 140 courriels. Ça fait beaucoup de gestion, donc il faut être quand même, faut que la gestion soit très stricte. Évidemment, le fameux financement à la sanction, c'est difficile à rentabiliser. Avec un financement à 50 $ l'unité, là, ça avance pas très vite dans le coffre. Alors, les avantages, de la formation synchrone, parce que non, on s'est dit qu'il faut trouver une idée. Alors, on est retourné à case départ en disant, on fait quoi? On fait quoi? On ouvre des classes en virtuel. C'est sûr que ça répond moins bien aux besoins de la clientèle, mais on va voir qu'il y a quand même des avantages. Donc, les avantages de cette formation-là, notre solution qui était la formation synchrone en classe virtuelle, c'est d'abord financement plus adéquat. On est financé à l'élève qui est à temps plein parce qu'en fait, l'élève a une présence. L'élève peut cheminer pendant les heures de classe virtuelle où l'enseignant est disponible en direct. Donc, on communique avec l'enseignant. Nous, on le fait via toujours Moodle avec le forum. Donc, les élèves vont sur le forum, indiquent leur présence, où elles en sont, ce qui nous permet aussi de voir le cheminement de l'élève et d'intervenir si on voit que le cheminement ne se fait pas bien, l'élève ne progresse pas au bon rythme. Moi, j'utilise aussi régulièrement Facebook, où j'ai des interactions rapides avec les élèves sur l'heure du midi. On se branche au moment où ça leur convient avec leur horaire de travail et rapidement, on a une discussion. Et la discussion reste là et l'élève peut par la suite reconsulter la discussion et revoir les questions que je lui ai posées, les éléments de réponse qu'elle a eus et cheminer. Donc, ça n'a pas nécessité beaucoup d'investissement, évidemment. Le suivi pédagogique, bien évidemment, il est plus dynamique, il est plus rapide. La relation prof-élève, c'est du sérieux, mais c'est du sérieux aussi en FAD. Ce n'est pas de la formation par correspondance où je t'envoie, bien, souvent c'est l'idée que les gens ont et certains s'inscrivent en ayant cette idée-là, après 2 semaines d'échange rapidement, de recevoir juste un livre chez soi, je lis,
quand ça me tente, je fais des petites choses. Non, c'est pas ça, c'est du sérieux. Et ça mène éventuellement, évidemment, au marché du travail. Donc ça, il faut toujours garder ça en tête. Les limites, par contre, de cette fameuse situation d'enseignement synchrone, c'est que nous, maintenant, on est en formation hybride. Donc oui, on est allé vers le synchrone, mais on n'a pas délaissé la synchrone. Parce que l'asynchrone répond parfaitement aux besoins de notre clientèle. Le synchrone, il répond moins bien. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'élèves qui ne sont pas sur le marché du travail. Donc, là, les plages horaires, vous comprenez qu'on a des plages horaires d'après-midi, fin de journée, soir, matin, et que l'élève se construit un horaire d'au moins 15 heures à l'intérieur de cet horaire-là, de ces plages horaires-là qui sont disponibles. Le suivi de l'élève, il reste aussi ardu qu'en FAD. Il faut vérifier aussi à ce moment-là les heures effectuées où elle en est rendue, ce qui n'est pas le cas en formation asynchrone. Les communications écrites, ça demeure toujours. Ça exige évidemment un suivi rigoureux pour la compilation des heures. Il faut vraiment que ce soit fait de façon rigoureuse. Ça demande un aménagement des plages horaires, évidemment. Travailler parfois, tu es à l'horaire de 8h30 à 11h30 et tu retournes en classe virtuelle de 15h à 18h. Et entre les deux, tu as reçu 25 courriels de ta gang d'asynchrones qui travaillent toujours eux aussi. Hein? Alors, quand la classe virtuelle n'est pas là, les asynchrones sont toujours là. Et on a, là, je vous dirais, toujours entre peut-être 90, 110 élèves, on est 2 enseignants. Monsieur? Synchrone, peut-être c'est pour familier avec moi. Synchrone, c'est par rapport au groupe qui est à l'école? Oui, en direct. Ils ne sont pas à l'école. Ils sont dans leur classe virtuelle dans un horaire, ils sont à la maison ou au bureau, mais ils sont en direct avec nous. Exact. Tandis qu'à synchrone, il n'y a pas d'échange direct. Les échanges se font pas en temps réel. Tu pourrais remplacer synchrone par en visioconférence en général dans un système qui peut ressembler à ça ou qui est directement celui-là. Et les investissements éventuels, parce que, évidemment, plus il y a de gens dans la classe virtuelle, plus on a envie de rendre ça plus rapide, d'avoir des conversations directes. Donc, éventuellement, on est conscient que ce qu'on utilise présentement comme matériel va devoir être supporté par autre chose et ça va demander des investissements. Mais comme vous le savez, il faut d'abord se rentabiliser, ensuite peut-être parler d'investissement. Alors, la formation hybride, notre choix, ça a permis quoi? Une offre de services plus large en offrant les 2 types de formation. Un financement plus adéquat en partie pour ce qui est de la formation synchrone. Et pour terminer, je vous dirais que réussir en FAD, c'est quoi la recette? Première chose, l'ouverture d'esprit, la capacité d'adaptation au changement. Il faut être souple, il faut être ouvert parce que sinon, on ne passera pas au travers. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un centre partenaire qui nous dit qu'il ne peut pas recevoir notre élève en évaluation parce que lui, dans son centre, son système informatique ne lui permet pas de supporter le logiciel dont l'élève a besoin. On fait quoi? Donc, il faut à chaque jour être capable d'innover, changer nos méthodes et être créatif. Il n'y avait rien qui existait. Première fois que j'ai envoyé un examen à distance, je me suis dit, bon, bien, ça prend une fiche. On va l'appeler la fiche de présence. Bon, on a monté une fiche, l'élève signe la fiche, la personne confirme qu'elle a vérifié l'identité, la personne qui surveillait l'évaluation doit signer la fiche. Alors, tous ces éléments-là, ça n'existait pas, il a fallu les créer. Donc, ouverture d'esprit, capacité d'adaptation au changement, créativité, adaptation dans les méthodes de travail et, comme je vous le disais tout à l'heure, la proaction dans les interventions. Malgré la technologie, les bases demeurent. Malgré la formation à distance, les bases de l'enseignement demeurent. Les intérêts, les volontés de l'enseignant sont les mêmes. Le programme est le même et amène à la même diplomation. Donc ça, il faut quand même le garder toujours en tête comme objectif.